Revue L'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. J'ai commencé à écrire de la poésie quand j'étais un enfant, peut-être 10 ou 11 ans. Et je me souviens que mon père a trouvé un de mes poèmes et il a envoyé un prix de poésie pour des enfants qu'il y avait ici à la radio publique, à la radio de l'université, je crois, au Mexique. Et là, j'ai gagné cette compétition de poésie. C'était un poème pas très bon, mais bon, j'ai gagné la compétition et le prix était un jeu de table inspiré par le surréalisme. Donc, il avait des petites cartes pour faire des cadavres esquisses et des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, je suis obsédé par les mouvements d'avant-garde, et pas seulement les Européens, mais aussi les mouvements ici latino-américains, comme l'estridentisme, qui était un mouvement mexicain un peu relié à Dada, mais qui avait ses caractéristiques propres de Mexique aussi. Donc, j'ai commencé à écrire de la poésie et à lire aussi beaucoup de poésie. Et pour moi, c'était très important le son de la musique du langage. Et je faisais aussi du théâtre quand j'étais adolescent. Puis après mon bac, j'avais hâte d'habiter hors du Mexique. Et étant donné que ma famille maternelle vient de l'Espagne, j'ai déménagé à Madrid. Là, j'ai étudié de la philosophie et en même temps, j'ai commencé à travailler dans une revue littéraire. C'est une revue mexicaine, mais qui avait un bureau à Madrid. Et je crois que là, j'ai commencé à voir la littérature comme un métier, quoi, comme quelque chose qu'il faut apprendre et pratiquer. J'ai commencé à écrire des articles pour la revue sur l'art, surtout, sur des expositions qu'il y avait à Madrid, et aussi des critiques de poésie. Donc, oui, j'écrivais surtout sur l'art et sur la poésie. Puis, après mes études, à 22 ans, je suis rentré au Mexique avec une bourse pour écrire mon premier livre de poèmes. Ici, au Mexique, on a un système de bourse qui est très bon pour l'Amérique latine, des bourses pour des jeunes écrivains, pour des jeunes créateurs, des artistes en général. Et j'ai gagné cette bourse pour mon premier livre. Donc, j'ai publié 2 livres de poèmes et j'ai travaillé dans quelques maisons d'édition alors que j'écrivais mon premier roman, qui est Parmi d'étranges victimes. Donc, c'était un peu à la fois, j'ai commencé par écrire de la poésie, mais je suis très lent en écrivant des romans, donc ça m'a pris beaucoup d'années. Et tandis que j'écrivais mon roman, j'ai publié des autres livres, surtout de poésie, mais aussi des anthologies que je faisais pour l'université ici. Mais pour moi, le passage de la poésie au roman, c'était plutôt naturel, parce que ma poésie, c'était déjà très narratif. Il y avait là des personnages et un sens humoristique et presque de l'intrigue un peu. Et parfois, j'écrivais de la poésie en prose, donc c'était pas une poésie très pure ou très en vers, ou je ne sais pas comment on dit, mais c'était un type de poésie relié à la narrative et au roman, je crois. Donc, pour moi, c'était naturel de commencer à écrire
armée de tranches victimes. Et en fait, j'ai fait une résidence d'écriture à Montréal en 2012. Et c'est là que j'ai fini mon roman, mon premier roman. Et après ça, en 2015, j'ai déménagé à Montréal de nouveau. La première fois, c'était seulement quelques mois, mais en 2015, c'était pour 3 ans parce que ma femme, elle a fait son doctorat là-bas. Donc, on a déménagé à Montréal jusqu'à 2018. Et là, j'écris ce roman, Plié Bagage. Je l'écris à Montréal presque tout. Et bon, c'est presque tout. Au présent, je travaille toujours comme éditeur de poésie dans une revue ici à l'Université nationale. Et je lis beaucoup de la poésie, mais aussi des romans, des essais. Je crois qu'on peut trouver un peu cette préférence dans mes romans parce que je suis toujours intéressé au sujet du langage. Donc, même quand j'écris des romans, je pense toujours au rythme de la prose et je lis toujours chaque paragraphe à voix haute. Donc, pour moi, c'est très important que le rythme et la prose peut se lire à voix haute et ça sonne bien. Donc, je crois que ça, c'est ma réponse. Bon, les deux journaux sont parmi mes favoris. Et cet exercice-là d'ouvrir un journal et voir s'il y a une relation avec le jour présent, c'est une chose que je fais tout le temps. Donc, c'était une bonne coïncidence. Et l'extrait du journal de Jules Renard est plein des images qui me plaisent, surtout la première concernant le ciel et les orages, mais aussi après la part sur la politique. C'est drôle parce qu'ici au Mexique, on est au début de la saison des pluies, mais aussi dans la saison électorale parce qu'on aura des élections bientôt. Et alors, on écoute parler beaucoup de la politique et des pluies aussi. Donc, ça, c'est un premier hasard curieux. Et puis, les deux journaux peuvent être reliés aussi à mon roman, je crois, et à Plié Bagage. Dans l'extrait de Renard, on trouve la politique et l'annonce des orages envisagés au ciel, mais dans l'extrait de Gide, on trouve la nécessité de s'écarter d'une place, de partir tout à coup. Donc, peut-être il s'agit d'une lecture tendancieuse et autoréférentielle de ma part, mais je vois là le point de départ de Plié Bagage. Un orage politique et quelqu'un qui s'en va. Mais comme je disais, ça ne me surprend pas parce que je suis un superstitieux des journaux et souvent je fais ce même exercice de divination avec les journaux des écrivains que j'ai ici à la maison. Je crois que mes influences sont très variées. Je lis un peu de tout. Et je change beaucoup mes avis sur la littérature aussi. Donc, je n'ai pas des avis très forts et des convictions très fortes. Je change beaucoup mes idées autour de la littérature. Et je crois que ça se voit dans les romans, dans le changement d'un roman à l'autre. C'est évident et aussi mon idée de la littérature a changé d'un roman à l'autre. Mais je rentre toujours aux certains auteurs comme l'Argentin Juan José Saer. Je ne sais pas s'il est traduit en France. Peut-être que oui. Juan José Saer. Je lis beaucoup des Argentins, donc Saer, Antonio Di Benedetto, Borges, desde luego. Puis je rentre aussi beaucoup à l'italienne Natalia Ginsburg, à le chilien Roberto Bolaño, qui me plaît beaucoup aussi. Et je rentre aussi à la poésie classique, surtout, donc San Juan de la Cruz, plus contemporain, et Federico García Lorca, qui est
qui est très important pour moi parce que c'est le premier poète que j'ai commencé à lire quand j'étais petit. Et en fait, j'ai mémorisé, je savais par cœur quelques poèmes de Garcia Lorca. Puis aussi Rimbaud, Baudelaire. Et parmi les romanciers, bon, je peux dire parmi les francophones plus précisément, Flaubert, surtout j'aime Bovary-Pécuchet que je relis beaucoup. Et cette idée de déménager hors de la ville qui est aussi dans mes romans, et de commencer une vie de nouveau à, à la campagne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe, c'est un de mes livres préférés. Les romans d'Annie Ernaux aussi, j'aime beaucoup Annie Ernaux. Et parmi les Québécois, car j'ai habité à Montréal, j'aime Région du Charme, qui est publié chez Gallimard. C'est un peu difficile de lire en français, mais je l'aime bien. Et puis, tous les livres d'Emmanuel Carrère, je les aime bien. Pas tous, mais j'en profite de toute façon. Et puis, pour plier bagage, j'ai lu plein de livres sur l'enfance, sur le sujet de l'enfance. Je voulais voir comme des autres auteurs avaient réussi à parler du point de vue d'un garçon. Donc, j'ai lu Günter Grass, je ne me souviens pas maintenant, mais des autres auteurs sur des livres de l'enfance et aussi Proust, bien sûr, à la recherche, parce que la réflexion sur la mémoire, qui est très présente dans mon roman aussi, pour moi, c'est très important, c'est central pour le roman, et ça vient évidemment de Proust aussi. Donc, c'est à peu près ça, mes lectures. Chaque roman est différent et j'ai toujours l'impression que je dois apprendre à écrire de nouveau. Donc c'est un peu difficile ça parce que je n'ai pas l'impression d'améliorer avec l'expérience. C'est toujours de partir de nouveau et d'apprendre à écrire pour ce roman particulier. Donc il n'y a pas une formule. Mais avec Pied et Bagages, je crois que l'élément déclencheur a été un autre roman que j'écrivais à l'époque. Donc, quand j'ai publié Parmi d'étranges victimes, j'ai commencé à écrire un autre roman qui n'était pas Plié Bagage. Et c'était un roman très compliqué, plus proche de Parmi d'étranges victimes, à niveau de la tonalité, du sujet. Et c'est un roman plus ironique aussi, on pourrait dire. Et il y avait plusieurs voix narratives, donc plusieurs narrateurs. Et je suis allé dans une résidence d'écriture aux États-Unis pour travailler dans ce roman. Mais quand j'étais là, c'était au milieu de l'hiver, dans une cabine très isolée dans la forêt. Et j'ai eu une espèce de crise créative. Je ne pouvais pas écrire. Et j'ai décidé que pour m'en sortir de cette crise, j'avais besoin d'écrire quelque chose de radicalement différent. Donc là, j'ai conçu une histoire avec un personnage enfant et une histoire plus simple, peut-être au niveau de la structure, parce que c'était seulement un narrateur, une seule voix, et moins de personnages, c'était seulement une famille et une mère qui échappe sa maison, qui s'enfuit. Donc, je ne savais pas trop sur les personnages à ce point. Je savais seulement que la voix du garçon devait alterner avec la voix du même personnage adulte, mais d'une façon souple ou un peu plus fluide, pas avec des coupes.
Parce que je voulais écrire du point de vue d'un garçon, mais c'est très difficile d'imiter la façon de parler des garçons. Et ça peut être un peu limitante. Donc, j'arrivais à cette formule où on trouve un adulte qui raconte son histoire d'enfance. Et ça m'a permis de changer entre la voix du garçon et la voix de l'adulte. De cette façon, le roman a devenu pas un roman seulement sur l'enfance, mais aussi sur la mémoire, parce qu'on voit le mouvement du passé au présent. Et il m'a pris quelques mois encore de trouver la voix narrative, la façon de s'exprimer du personnage et aussi les personnages autour de lui. Mais une fois que j'ai eu la voix principale, j'ai commencé à écrire plus vite. Et il m'a pris à peu près un an et demi de finir le roman. Et tandis que j'écrivais, j'ai fait des recherches, aussi quelques recherches historiques au sujet du Mexique de ces années, de cette année, parce que je ne me souviens pas vraiment, j'étais un garçon, donc j'ai fait quelques recherches. Je voulais écrire un livre sur un garçon, et alors j'ai commencé à penser sur ma propre enfance. Et le problème là, c'est que j'ai une mémoire épouvantable. Je ne me souviens de presque rien de mon enfance. Mais l'année 94, je m'en souviens parce que c'était un an très important pour le Mexique. Il y a eu le soulèvement zapatista et aussi la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, le NAFTA, qui a modifié beaucoup la vie quotidienne au Mexique parce qu'on a tout à coup, on a commencé à avoir des trucs américains faits en Amérique. Et ça a changé beaucoup la face, la face de la culture aussi au Mexique. On a commencé à écouter plus de la musique américaine, à lire des livres américains. Donc, c'était un an très important pour la culture mexicaine aussi. On a eu des élections cette année-là. Et après les élections, non, pardon, c'était évidemment avant les élections, on a eu l'assassinat du candidat présidentiel du parti au pouvoir, Luis Donaldo Colosio. Et ça a été géant dans les revues ici. Tous les journaux avaient des histoires sur cet assassinat. Donc, c'était très, très fort d'habiter là, dans ce pays bouleversant. Et c'était aussi le début d'une crise économique très profonde qui a marqué le pays après, en 95-96. Et je voulais parler de ce moment historique, mais du point de vue d'un garçon, parce que moi, j'étais garçon à l'époque. J'étais aussi 10 ans, comme le personnage du roman. Et bon, il est partiellement autobiographique, le personnage, parce que je lui ai prêté quelques particularités qui étaient les miennes quand j'étais petit. Donc, une imagination un peu full, un peu déraillée, une personnalité introvertie, certaines anecdotes aussi de ma petite enfance, je lui ai prêté ça.
Et moi, j'ai habité dans le quartier où le roman se déroule aussi, donc ça, c'est autobiographique aussi. Mais l'histoire même, elle n'est pas vraiment autobiographique, non? Mes parents, ils étaient très actifs politiquement, les deux, mais ils ne se sont pas partis pour Chiapas en 94. Donc, l'histoire du roman, ce n'est pas le mien, mais ce n'est pas la mienne, mais un peu le personnage principal, oui. C'est pareil au garçon que j'ai été. Quand j'étais petit, j'avais de l'asthme. On dit l'asthme, asthme. Donc, je ne pouvais pas respirer très bien ici à la ville de Mexico parce que c'est très, bon, c'est très haute, mais aussi c'est très contaminada, pollué. Bon, je ne sais pas comment on dit. Mon français s'échappe des fois, mais bon. À partir de là, mon père et moi, nous avons déménagé à Cuernavaca, qui est une petite ville à une heure du Mexico. Et j'ai toujours eu une relation d'amour-haine avec la ville de Mexico. J'ai passé mon enfance, presque toute mon enfance là-bas à Cuernavaca, mais je rentre toujours à la capitale. Et maintenant, j'habite ici à la ville de Mexico, mais quand je suis ici, j'ai toujours un plan ou au moins une fantaisie d'habiter ailleurs. Donc, je suis toujours en train d'échapper, de partir d'ici parce que j'aime la ville, mais aussi c'est très difficile pour moi d'habiter ici. C'est trop grand et c'est vraiment difficile de circuler aussi parce que j'aime la campagne et je préfère les villes plus petites. Donc, je rentre aussi pour, la, pour travailler ici parce que c'est plus facile de trouver des choses à faire ici. Mais je suis toujours en train de déménager ailleurs. Donc, je crois que cela se voit dans mes romans. Il y a toujours des personnages qui quittent la ville pour trouver une réponse ou un sens de vie ailleurs, généralement dans la province. Et oui, je crois que c'est vrai que ça se voit dans mes romans.